Radio Grand Lac. Votre radio. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Malgré ce mauvais temps, le soleil est dans nos cœurs, je vous l'espère, je vous le souhaite à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, que le mois de février se déroule parfaitement bien pour vous et que vous avez tenu vos résolutions de début d'année 2022. On en a tous pris. Et aujourd'hui, peut-être que dans vos résolutions, vous avez décidé d'entamer une pratique comme celle dont on va parler aujourd'hui avec Joseph. Bonjour. Bonjour Joseph. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravi d'être ici. Merci à toi, merci à Radio Grand Lac de m'inviter. Joseph, tu vas nous parler d'une pratique qui est le Tai Chi Chuan. Oui. Que tu pratiques depuis l'âge de tes 11 ans, comme tu me disais hors antenne, et j'étais complètement éblouie par ça, 11 ans. Je me disais, oh là là, mais moi, 11 ans, j'en étais pas là dans mes pratiques, dans mes activités. Alors, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire, je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 11 ans. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre de disciplines que je transmets aujourd'hui, dont le Tai Chi. Le Tai Chi, ça fait une vingtaine d'années. Voilà. Quand même. Mais comme on l'évoquait d'ailleurs hors antenne, pour moi, j'ai une pratique complémentaire de toutes ces disciplines. Du coup, voilà, il y a un fil conducteur depuis l'âge de mes 11 ans, oui. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'a mis sur le chemin de ces arts martiaux et quelle a été ta première pratique d'art martial? Alors, tout premier, c'était au collège, donc c'était du judo en fait. La démarche au départ, c'était comme beaucoup de gens d'ailleurs, pour apprendre à se défendre, quoi. Voilà, c'était juste ça. Il n'y avait pas d'autres aspirations. Et puis assez rapidement, des copains qui savaient que je m'intéressais à ça m'ont parlé d'un club de karaté dans un autre endroit, donc je suis allé rejoindre les copains. Enfin bref, j'ai commencé un petit peu comme ça, et puis après, au fil du temps, j'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert un univers, on va dire, et avec d'autres motivations avec le temps. Ok. Quel type de motivation? Alors voilà, donc il y a la plupart du temps, quand on parle des arts martiaux, on a une image, un petit peu comme ce que je disais au départ, pour se défendre. Voilà, l'aspect combat, quoi. Combat. Voilà, et c'est vrai que il y a une autre dimension. Dans les arts martiaux japonais, on parle du do, qu'on peut traduire par la voix. Et la voix, donc pas la voix parlée, mais la voix en tant que cheminement. Et dans les arts martiaux internes ou les arts chinois comme le Tai Chi Chuan ou le Qigong, on va parler du Tao, qui peut aussi être traduit par la voix. Voilà, donc c'est aussi, ça peut être aussi vécu comme un cheminement, on va dire spirituel, mais c'est assez peu connu, assez peu répandu, en tout cas en France. Comme voie d'accès, en tout cas. Comme façon de cheminer vers cette voie, vers ce chemin spirituel. C'est-à-dire que les arts martiaux externes, voilà, on va voir ça comme, on va voir l'aspect combat, on va voir l'aspect self-défense. Pour les arts internes, on va voir plus l'aspect santé, bien-être. Voilà, cette dimension-là est moins. Par exemple, quand on parle d'une tradition spirituelle ou d'une religion, c'est une évidence. Mais parler d'une voie spirituelle dans ces disciplines-là, c'est beaucoup moins évident pour, on va dire, dans l'imaginaire collectif. Je suppose que dans l'imaginaire collectif, quand on parle de spiritualité, tout ça, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de la prière ou de oui. chant, par exemple. Oui. Beaucoup moins dans une activité physique et de relier le corps. En tout cas, j'ai l'impression qu'en Occident, c'est comme si on venait complètement séparer le physique de l'esprit. Donc, notre corps physique de notre spiritualité. Et finalement, est-ce que c'est la réalité? Peut-être pas. Et ces arts martiaux, c'est ce qui viennent vraiment relier le corps physique va venir en support à notre spiritualité. On forme qu'un, en fait. Complètement. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été beaucoup inspiré par le Osensei Ushiba, le maître Ushiba, qui est un fondateur d'un art martial qui s'appelle l'aïkido. Et donc, lui parlait
de Norito no Budo en japonais, donc qui est une prière en action. Voilà comment il appelait son art martial. Du tai chi, on dit parfois que c'est une méditation en mouvement. Donc là, on rejoint aussi l'aspect spirituel. Bien sûr. Donc on peut retrouver cette dimension-là avec quelque chose qui est de l'ordre de, on va dire, de l'intime, des ressentis, des expériences intérieures sur lesquelles il est difficile de mettre des mots, donc je m'y aventurerai pas. Mais ce qui fait aussi partie d'un cheminement spirituel, c'est aussi tout le travail qu'on peut faire sur soi. Et là, on le voit d'ailleurs même dans des clubs des clubs lambda, on va dire, des fois à l'entrée des dojos pour des clubs de judo ou karaté ou autre, loyauté, courage, effort, etc. Donc il y a des valeurs que l'on peut travailler aussi, là, qui sont pour le coup bien concrètes, et qui font partie d'un cheminement, on va dire, dans le développement personnel, faire un travail sur soi, quoi. Voilà. Ouais, très intéressant. Il y a aussi la notion dans ce cheminement, tu le disais hors antenne, d'accompagner, enfin vraiment le corps, d'être dans le tai chi chuan, vraiment la notion d'être en contact avec l'autre. Oui, alors ça c'est donc dans le tai chi il y a un gros morceau, on va dire, du travail qu'on fait lors d'une séance qui est ce qu'on appelle la forme. Donc c'est un enchaînement de mouvements qui correspondent, pour le tai chi en tout cas, à des attaques et défenses. À l'origine, le tai chi chuan est un art martial, contrairement au qigong. Voilà. Donc souvent on confond les deux disciplines d'ailleurs. Et oui, d'ailleurs moi je suis incapable de dire la différence aujourd'hui. Voilà. Bah c'est ça c'est un peu ça la différence. Il y a des experts qui disent que le qigong est un tai chi. Le tai chi est un qigong et que le qigong n'est pas le tai chi. Alors pourquoi ? La différence, elle est là. Elle est que le tai chi est un art martial. C'est-à-dire que on peut travailler le tai chi chuan comme du qigong, avec cet aspect énergétique, avec ces mouvements pour la santé. Et il y a beaucoup d'écoles d'ailleurs qui aujourd'hui pratiquent de cette manière, quoi. Il y a quelques écoles qui ont gardé l'aspect d'origine, qui est un aspect martial en fait. Donc la différence, c'est que dans des mouvements de qigong, on va retrouver des similitudes, la douceur, la lenteur, la beauté du geste. Mais la différence, c'est que pour faire simple, les mouvements en qigong vont plus avoir un impact santé, énergétique, ont été étudiés sur des méridiens, etc. C'est ça qui a donné naissance au mouvement. Alors que dans le tai chi, chaque mouvement correspond soit à une attaque, soit à une défense. Ok. Voilà. Donc, voilà. Mais les deux sont très complémentaires et parfois, on dit que le qigong a donné naissance au tai chi, le qigong étant beaucoup plus vieux. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené justement alors à choisir, puisque si tu as commencé est-ce que tu pratiques uniquement le tai chi chuan ou est-ce que tu es encore dans d'autres arts martiaux? Alors, je pratique plusieurs disciplines que je transmets également. C'est une partie de mon métier, en fait. Et donc, il y a le qigong, le tai chi chuan, le karaté et le kobudo. Le karaté, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Le kobudo, c'est les armes traditionnelles. Qui ressemblent, c'est des vraies armes. C'est des vraies armes, mais ça va être un grand bâton, ça peut être, on peut inclure le sabre, on peut le couteau, les tonfas, les sailles. Bon, c'est peut-être des noms qui ne disent pas grand-chose aux auditeurs qui ne connaissent pas ces pratiques, mais c'est des armes qui étaient utilisées il y a quand même pas mal de temps maintenant au Japon, au temps des samouraïs, etc. C'est pas des armes à feu, voilà. Donc j'ai été formé avec plusieurs professeurs, avec une approche de complémentarité entre ces différentes disciplines. Okay. Voilà. Donc il y a vraiment des liens très forts. Une discipline en nourrit une autre, mais elles sont vraiment très proches. On dit parfois que, pour faire court, que les Chinois ont donné le qigong et le tai chi aux Japonais qui en ont fait du karaté. Donc on voit qu'il y a vraiment que c'est très lié. Et pour répondre à ta question sur les mains connantes, sur le tuishu, qui est aussi un gros travail du tai chi, on peut effectivement soit l'utiliser ce qu'il est à l'origine, un travail pour une approche du combat. C'est pas du combat, mais ça peut être une approche. Mais on peut transposer ça sur le relationnel. Travailler à travers ce travail à deux,
qui est fait d'attaque et de défense physique, mais dans la douceur. En tai chi, on y va tranquille. On n'utilise pas les armes cette fois. Mais on peut faire des parallèles. Voilà, moi j'ai creusé un peu cette question-là, j'ai travaillé un peu là-dessus, que ce soit à travers l'aïkido. Ok. Il existe l'aïkido verbal. C'est pas connu, mais on peut travailler la communication. Voilà, enfin, pour donner un exemple très simple, si quelqu'un, ou si tu me balances une insulte, Anaïs, on peut la symboliser, cette insulte, par une frappe, par un coup de poing. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi, en face de ça? Voilà. Okay. Donc, c'est ça le parallèle qui peut être fait. Et c'est intéressant parce que de passer par le corps, ça permet de ne pas rester dans la tête. Voilà, donc complètement. Pour l'intégrer, pour mieux l'intégrer et éventuellement après mettre en application, voilà. Est-ce qu'il y a des mises en application justement? Est-ce que les personnes arrivent avec une thématique parfois à régler ou à déposer ici et qui vont venir travailler? Alors, pour cet aspect-là, moi, c'est quelque chose que je creuse et que je développe et que j'aimerais proposer aussi dans des cas spécifiques. Après, pour ce qui est des cours, en règle générale, les gens viennent pas vraiment pour ça. Ils peuvent découvrir ça, mais plus souvent, si c'est la partie arts martiaux externes, voilà, ça peut être les mêmes motivations que j'avais moi à mes débuts, pour apprendre à se défendre, pour gagner en confiance, etc. Si c'est du Qigong, ça va être plus pour l'aspect santé, bien-être. Au départ, voilà, en plus c'est assez peu connu ce dont je viens de parler. Après, chacun peut avoir des motivations aussi qui varient un petit peu. Moi, ce que je viens de dire, c'est le gros des personnes qui viennent. Mais après, chacun peut avoir des motivations quand même un petit peu différentes. Ça peut varier. Et là, c'est au prof, à l'enseignant d'avoir des échanges aussi pour savoir un peu aussi ce qui motive les personnes. Voilà. Bien sûr, à venir au cours. Oui, oui. Ça peut permettre de répondre aussi à leurs attentes, tout simplement. Est-ce qu'il y a des niveaux différents lors des cours où tout le monde est dans le même cours, que ce soit débutant ou confirmé? Par exemple, moi, si j'arrive dans ton cours et que j'en ai jamais fait, comment ça... Alors, ça dépend, parce qu'il y a deux choses. Moi, j'ai plusieurs statuts et plusieurs manières de travailler. J'ai des cours particuliers, donc là, le problème ne se pose pas. Non. Mais quand c'est un cours collectif, ça dépend. Si c'est un cours qui existe depuis longtemps, il peut y avoir après un deuxième ou troisième cours avec des niveaux. Voilà, comme ça, au moins, c'est plus simple à gérer. Ça va dépendre aussi du nombre de participants au cours, S'il y a beaucoup de monde, avec des niveaux différents, c'est compliqué à gérer pour animer une séance. Après, moi, il m'arrive d'avoir des cours aussi avec des niveaux très différents, mais après, c'est pas un problème, parce que chacun peut travailler à son niveau à partir de la même forme. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du tai chi, c'est un enchaînement de mouvements. Donc, au départ, on l'apprend. On le mémorise, ce qui n'est pas une chose facile, ça prend un petit peu de temps. Donc les personnes qui débutent, elles vont simplement s'atteler à mémoriser les mouvements. Pour celles qui sont là depuis plus longtemps, qui vont faire exactement les mêmes mouvements et qui ont déjà mémorisé, on va travailler plus la dimension intérieure. C'est-à-dire, ça peut être sur le souffle, sur la présence au tantien, au hara, enfin voilà, des zones du corps. Alors attends, parce que là tu m'as perdu déjà. Tantien, hara, je méconnais ce vocabulaire. C'est un centre énergétique. Je sais que tu pratiques du yoga par ailleurs, Anaïs. Moi, je connais très peu le yoga, mais je pense que ce centre doit exister. Il doit y avoir l'équivalent en chakra. Ah, ok. Je pense, c'est le centre énergétique, oui. Voilà. Donc, c'est un point qui se situe 3 à 4 doigts en dessous le nombril, un petit peu à l'intérieur, qui est utilisé tant dans les arts martiaux externes, en karaté, on va appeler ça, ou en aïkido, on va appeler ça le hara. Et dans les arts internes, ça s'appelle, les arts internes chinois, on appelle ça le dantian. Voilà. Okay. C'est la même chose, en fait. D'accord. C'est le même centre. J'ai même vu un hara qui pourrait exister dans une tradition chrétienne. Il y a Durkheim qui a écrit un bouquin uniquement sur le hara et il fait référence à la tradition chrétienne. Mais ça, je suis pas assez spécialiste pour en parler davantage, mais
mais il l'a trouvé aussi dans la tradition chrétienne. Bon, c'est un autre sujet. Sans doute que tout se nourrit. Merci beaucoup Joseph pour toutes ces informations sur le Tai Chi Chuan. Restez à l'écoute, on va vous en dire bien plus après cette courte pause musicale. À tout de suite. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, je reçois Joseph qui nous parle et nous fait découvrir les arts martiaux. Et notamment, on a parlé beaucoup du Tai Chi Chuan en début d'émission. Mais comme tu me le disais, vraiment, il y a plein d'autres pratiques dans ta... Comment dire Dans ma pratique. Dans ta pratique. Tant pis, c'est une redondance, c'est voilà, pas grave. Pratique dans ta pratique. Et notamment, tu nous as parlé du karaté, du Kobudo, que je connaissais pas du tout. Et je fais un petit peu d'initiation au Qigong aussi. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que je suis pas un spécialiste en fait du Tai Chi, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça va d'une méditation en mouvement. Donc de quelque chose de vraiment très doux, ça peut aller jusqu'à quelque chose, et ça c'est pas forcément très connu, mais de beaucoup plus explosif. On travaille dans une séance, je crois que tu voulais me poser la question, dans une séance il y a ce qu'on appelle le Fajin, ça veut dire explosion de force. Donc on travaille pas forcément ça dès le début, mais dès qu'on a un petit peu de pratique. Donc c'est un mouvement, une frappe très explosive qui peut là pour le coup ressembler vraiment à un art martial externe, comme en karaté quand on va faire des frappes, etc. Sinon, quand on voit le Tai Chi, beaucoup de gens ont quand même eu une image. On voit régulièrement à la télé des gens dans les parcs, des Chinois dans les parcs qui pratiquent lentement. Qigong, Tai Chi, on sait pas trop ce que c'est, un des deux en tout cas. Mais voilà, il y a un peu de ça. Mais il faut savoir qu'à des moments, ça peut vraiment devenir un art martial à part entière, même si peu d'écoles le pratiquent comme ça. C'était ça à l'origine, c'était un art martial à part entière. Aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent à cette dimension-là, c'est-à-dire quand même pas la majorité des gens, ils peuvent le travailler en complémentarité avec un art martial dit externe. Okay. Voilà, moi c'est un peu comme ça que j'ai été formé. Et donc ça va vraiment apporter beaucoup, ça marche dans les deux sens d'ailleurs, ça va beaucoup apporter à quelqu'un qui pratique un art martial externe, où souvent on peut être assez dur dans les mouvements, beaucoup dans le musculaire, dans le physique, un peu crispé, un peu tendu. Le Tai Chi va apporter une souplesse, une détente, un flow un peu. Voilà, qui va être vraiment bénéfique, y compris en termes de progression pour le pratiquant d'art martial externe. C'est quoi la différence là tout à l'heure, tu as évoqué aussi cette pratique d'art martial interne, externe. Quelle est la différence en fait ? Alors, ça c'est des noms. Moi, je la fais de moins en moins, la différence. Mais on catalogue, on discutait de ça hors micro. L'art interne, ça va être quelque chose de... ça se voit tout de suite. Le Qigong, on est dans quelque chose d'assez lent. On parle parfois de méditation en mouvement pour nommer le Tai Chi, mais on le dit aussi parfois pour le Qigong. Donc, l'idée de méditation, voilà, ça fait tout de suite penser à quelque chose d'une pratique intériorisée. D'où le nom d'art interne. Ah, ok, voilà. D'accord. Et puis l'art martial externe, voilà, ça, il va y avoir des frappes, il va y avoir des clés. Lors du combat alors. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Voilà, mais les deux sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire qu'à l'origine, quand on parle parfois, quand on fait référence à des temples taoïstes en Chine, etc., pour évoquer ces pratiques, les moines ou les pratiquants faisaient les deux, c'est-à-dire qu'ils avaient une pratique interne et une pratique externe, et les deux étaient complémentaires. C'est, en tout cas pour moi, mon interprétation du Tao, du Yin et du Yang. Mais oui, voilà, la complémentarité de ces deux aspects. Voilà, nous on a séparé ici en France, on sépare quoi. On sépare les deux. Est-ce que toi, dans ta pratique aujourd'hui, alors je sais que t'as imaginé, j'imagine que t'as cheminé durant toutes ces années, tu dirais que t'es dans cet équilibre-là d'interne et d'externe ? Oui, alors peut-être que ça a évolué d'ailleurs. Ça a évolué. En fait.
j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient dans cette démarche de complémentarité. Voilà. Donc c'est pas le cas partout, c'est pas forcément évident pour tout le monde, ce que je raconte là. Et donc ça c'est quelque chose que je pratique et que je continuerai à pratiquer, que j'ai un petit peu élargi aussi à d'autres disciplines également. C'est-à-dire que c'est mon socle, c'est ma base, ces pratiques-là, mais après je vais aussi puiser dans d'autres disciplines. Mais bon, je suis pas non plus un extraterrestre, c'est-à-dire que je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont cette démarche-là, mais j'ai eu un professeur qui avait un grade élevé, parce qu'il y a des grades dans les arts martiaux externes, en karaté, etc. On parle de dan. Bon, lui, il avait tellement de dan qu'il pouvait plus en avoir d'autres. Et à l'issue d'un stage, je lui ai dit, mais comment tu fais toi maintenant pour ta progression ? Parce qu'on progresse toute sa vie, c'est comme n'importe quel art. On parle d'art martial, d'arts martiaux, donc c'est comme la peinture, la musique, jusqu'à son dernier souffle, on peut progresser. Et lui, il avait déjà un certain âge et puis un certain nombre de grades. Et en général, les gens vont faire des stages avec des gens plus gradés qu'eux pour apprendre. S'inspirer, cheminer. Et lui, qui était quand même dans un karaté assez virulent, assez dynamique, j'ai été vraiment sidéré par sa réponse. Et il me dit... j'ai une amie danseuse, et je travaille avec elle, c'était pas une plaisanterie. Et voilà, il progressait grâce à ces échanges qu'il avait avec elle dans l'art du mouvement, dans la manière d'utiliser le corps, etc. Il arrivait à puiser chez elle, dans son travail, des choses qui l'aidaient lui à progresser. Et donc moi, voilà, j'ai aussi un peu cette démarche. Alors je dirais dans la spiritualité pour la dimension interne, dans certaines spiritualités, et puis par exemple dans la glisse. Moi j'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait du ski acrobatique à une époque. J'en ai gardé quelques séquelles d'ailleurs. Et en fait, grâce à une rencontre et des stages que je fais maintenant chaque année, j'ai fait des passerelles aussi. Alors ça, pour le coup, c'est moins répandu. C'est-à-dire la complémentarité entre art interne et art externe dans le milieu des arts martiaux, ça existe. Beaucoup de gens le font. C'est pas forcément le plus répandu, mais beaucoup de gens le font quand même. Là, ce que je suis en train de raconter, là, par contre, c'est beaucoup moins répandu. Donc ça paraît plus bizarre aussi. Est-ce que tu es d'accord pour nous partager un peu comment ça vient nourrir ta pratique dans justement la glisse? Et puis on est quand même en Savoie, donc il y a de nombreuses personnes qui nous écoutent, qui pratiquent sans doute la glisse. Ici c'est même dommage de s'en priver, parce qu'on a vraiment la chance d'être au pied même du Revard, donc d'aller expérimenter ça. Alors glissons vers ce sujet. Vers ce sujet passionnant. Donc ça va me permettre de rendre hommage au passage. Alors il est toujours vivant, mais à Patrick Balma, Thias, donc qui. Alors on peut très facilement, pour ceux qui nous écoutent, trouver des vidéos, des ouvrages. Bon, il a été interviewé sur M6, sur tout un tas de radios et de médias. Il a écrit plusieurs bouquins. Donc il y en a un qui s'appelle La glisse intérieure. Un autre qui s'appelle Stop Vertige et un autre qui s'appelle La vallée sans nom. Donc pour ce qui concerne de la glisse, donc la glisse intérieure, bien lui, il est allé puiser donc il est moniteur de ski à la base, et donc il a fait sa carrière là-dedans parce que maintenant il a la soixantaine. Il enseignait donc comme moniteur à l'ESF de Courchevel entre autres, et donc il est allé puiser dans les arts martiaux pour créer cette glisse intérieure, en fait. Donc dans des arts martiaux que je pratique, en fait. Donc que ce soit du tai chi, du qigong, de l'aïkido, etc. Et en fait, en faisant des stages avec lui, donc lui, sa glisse, il l'a élevé au rang d'art, en fait. C'est devenu un art de la glisse pour lui. C'est quelque chose qui le passionne. Et bien, j'ai redécouvert des principes qu'on étudie dans les disciplines que j'évoquais avant, mais avec un autre angle, avec un autre regard, et du coup, ça a nourri ma pratique par ce biais-là, en fait. Voilà. Par la pratique de la glisse elle-même. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que lui met en place, moi j'avais pu l'entendre, j'avais pu le voir, mais
abordé et approché d'une manière différente. Et lui, dans sa manière d'enseigner cette glisse, j'ai redécouvert ses enseignements, quoi. Et ça m'a parlé d'une autre manière, par le biais de quelque chose que j'ai pratiqué aussi moi-même longtemps, en fait, hein, le ski, le snow, etc. J'ai fait ça longtemps. Donc c'est par ce biais-là. Après, c'est un petit peu technique. On travaille par exemple pour donner un exemple concret, on travaille sur dans les disciplines que j'évoquais tout à l'heure, on travaille sur l'enracinement. Cette notion d'enracinement, lui, l'a transposée aussi dans la glisse. On parlait aussi tout à l'heure du hara ou du tantien. Lui, il l'a transposé aussi dans la glisse. Mais forcément, avec des skis au pied, c'est quand même un petit peu différent. Donc, c'est abordé un peu différemment. Et oui, en même temps, si important. Et si important. Parce que justement, dans la glisse et tout, le hara, nous, en yoga, on parle de ce fameux chakra, du chakra racine aussi, donc pour l'ancrage, cette notion d'être bien au sol, à la terre, cette connexion puissante qui est nécessaire pour l'élévation et accéder à la spiritualité. Voilà. Et du coup, je trouve qu'en ski, moi, je suis amatrice, j'ai pas ton niveau de ski, mais tu vois, il y a vraiment ce besoin d'être bien dans son bassin, bien dans ses jambes, enfin, dans ce qu'on appelle, nous, l'ancrage, dans le bas de son corps pour être... Complètement. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, par exemple, sur les pieds, il fait les exercices avant de partir skier, et ça s'adresse à tout le monde, hein, ça glisse intérieur, c'est pas pour les pros, hein. Enfin, c'est pas que pour des gens qui, en fait, c'est une glisse qui va nous faire découvrir une nouvelle dimension, en fait, et qui n'est pas de l'ordre de la performance technique. C'est pour ça qu'il peut avoir des compétiteurs, des moniteurs, ou des gens qui débutent. C'est pas un souci, hein. C'est accessible à tous. C'est accessible à tous parce qu'on n'est pas dans un travail encore une fois, de performance technique. Et avant d'aller glisser, par exemple, on fait un certain nombre d'exercices où on va travailler sur les appuis au niveau du pied. Hein, quand on travaille l'enracinement, par exemple, dans un cours de tai chi, on va évoquer ce contact avec le sol. Lui va nous faire travailler, si je veux donner des exemples concrets, ce qu'il appelle la galette, donc c'est-à-dire l'addition de la terre, du sol et de la voûte plantaire, comme si ça ne faisait plus qu'un. Okay. Avec tes chaussures de ski et tes skis au pied. Voilà, avant de partir. Et puis, arriver aussi à sentir différents points d'appui au niveau de la voûte plantaire. Au niveau prendre conscience, c'est tout bête, hein, ne serait-ce que ça. Parce qu'en général, on n'y pense pas, quoi. Après, au niveau du bassin, c'est pareil. Il prend souvent cet exemple aussi du bassin qui devient comme une bassine dans laquelle le ventre va venir se déposer. Voilà, donc on a un tas après il faut le pratiquer, hein, pour sentir et que ça parle. Je pense que pour toutes les personnes qui pratiquent un peu le ski ou la glisse, c'est quelque chose qui est très parlant. Oui, et d'ailleurs il y a des gens très expérimentés, mais même il a parfois des moniteurs aussi, hein, qui redécouvrent une autre manière de glisser. Et à contrario, il y a des articles qu'on trouve aussi facilement sur Internet. Il a eu un certain nombre de pratiquants d'arts martiaux qui sont aussi venus à ces stages, des pratiquants d'arts martiaux qui ont un niveau plus élevé que lui dans l'art martial, mais pas en glisse, et qui ont découvert tout un tas de choses très enrichissantes pour leur pratique aussi, pas que pour la glisse. Génial. Donc voilà, enfin c'est vraiment quelqu'un à connaître, puis qui donne des bons coups de main aussi pour des gens qui ont, alors ça c'est pour l'aspect glisse, hein, mais comme il fait aussi ses stages stop vertige pour les gens qui ont des phobies, il a vraiment aidé beaucoup de gens, quoi, pour qui ça devenait un petit peu un enfer d'aller se balader. Ou de prendre un téléphérique, hein. Des fois ça peut se déclencher comme ça à un certain âge, on a pu prendre ça pendant des années. Donc il a une approche, mais les deux sont très complémentaires, hein, dans ce qu'il pratique dans la glisse intérieure et dans le travail qu'il fait pour aider ces personnes-là. Il y a vraiment une complémentarité. Donc toi, aujourd'hui, c'est vraiment un outil important dans ton développement. Tout à fait, parce que moi, la glisse, j'aime beaucoup ça. J'ai fait énormément de ski, j'ai fait du snowboard, j'ai essayé à peu près tout, à l'époque du monoski, etc. J'ai fait du ski acrobatique, j'ai bossé en remontée mécanique comme perchman. Voilà, c'est un peu, j'habitais sur les pistes, quoi. C'est un peu une grosse partie de ma vie. Et donc de pouvoir faire le lien avec mes disciplines, toujours cette idée de nourrir mes autres pratiques, enrichir cette notion de... C'est ça. Oui, pour moi c'est extraordinaire. D'ailleurs, il raconte souvent
cette petite histoire, enfin souvent. En tout cas, moi, elle m'a marqué. C'est peut-être pour ça que je dis souvent, mais qu'il avait à ses tout débuts, hein, quand il était au début de la mise au point de cette pratique, cette approche. Ouais, il préfère parler d'approche d'ailleurs que de méthode. Il raconte l'histoire d'une amie qui était partie en Chine. Et qui l'a revue bien des années après. Il avait eu l'habitude d'aller glisser un petit peu avec elle, d'aller faire du ski avec elle à l'époque, avant qu'elle ne parte. Et quand elle est revenue, il la recroise, il dit on peut aller faire du ski ensemble, comme à l'époque. Et il lui dit mais il y a à l'issue de leur glisse, de leur journée de glisse, il dit mais il y a des montagnes en Chine, parce que je vois que t'as pas perdu, t'as pu skier et tout. Il dit non, pas du tout, j'ai complètement arrêté, mais par contre j'ai découvert le tai chi, j'ai pratiqué, etc. Et en fait, tout ce qu'elle a pratiqué à travers cette discipline lui a permis de conserver, enfin, ça a été un peu déclencheur chez lui, pour après faire ça date un petit peu cette histoire, hein, mais à partir de là, entre autres, il a fait beaucoup de recherches qui l'ont conduit vers tai chi, qigong, aikido et les arts martiaux en général, quoi. C'est passionnant dans vraiment cette notion d'une pratique qui vient en nourrir une autre. Ah oui. Et je trouve que finalement, tout fonctionne un peu comme ça quand on prend le temps d'observer dans notre vie même. Oui, quand tu viens, il y a comme des notions aussi parfois, peut-être que dans le tai chi, dans cette pratique, il y a peut-être des peurs qu'on va venir débloquer, il y a des choses et du coup moins d'appréhension après sur les pistes par exemple, pourquoi pas, et tout va venir et cette confiance en soi, en son corps qu'on développe, et forcément il va avoir un impact sur ta vie privée, ta vie professionnelle, enfin tout se nourrit. Oui, complètement. Alors après, tout dépend de l'état d'esprit qu'on a par rapport à ça. Moi, j'aime bien l'expression pour parler, par exemple, du tai chi d'une école de l'intégration. Ce qu'il est à l'origine, d'ailleurs. Hein, il faut pas croire que ça a été fondé comme ça, une technique, puis qui a été figée, qui ne bouge plus, etc. Ça a été nourri, même les fondateurs. On nourrit ça de plusieurs influences, et après soit on reste figé dans quelque chose, soit on le fait évoluer, tout en respectant bien sûr l'orthodoxie du mouvement et de ce qu'il est à l'origine. Mais on retrouve ça dans d'autres domaines, dans le religieux, etc. On voit bien qu'il y a des fois il y a des choses qui sont restées figées, il y a des gens qui restent figés à une époque et une manière de faire, et puis il faut pas en sortir, et d'autres qui, tout en respectant l'origine et nourrissent avec le temps, avec moi c'est cette démarche là qui m'intéresse, quoi. Ouais, il y a vraiment une notion de venir étoffer, de venir vraiment enrichir, venir complémenter. Voilà. Comme si quelque chose qui vivait, qui grandissait surtout. Oui, et c'est une démarche que j'ai donc avec la glisse, mais comme je m'intéresse aussi beaucoup à la spiritualité, j'ai fait la même chose aussi dans ce domaine pour nourrir ma pratique. Alors la spiritualité, c'est pas forcément quelque chose avec une connotation religieuse, hein. Ça peut être aussi tout simplement, comme on dit dans le développement personnel, un travail sur soi, sur des valeurs, en général il y a quand même du boulot pour beaucoup d'entre nous. Pour tous. Moi le premier d'ailleurs, hein, pour moi le premier. On en est tous là. Voilà. Et par exemple, dans ce côté de connexion à la spiritualité et tout, toi, quels ont été les outils que tu as le plus, on va dire, auxquels tu as attribué le plus d'affection, où tu t'es senti bien avec et que tu as développé le plus? Alors moi, il y a plusieurs axes. Hein. Bon, j'ai fait un cheminement dans le soufisme. Je pourrais développer ce que c'est. Peut-être nous dire deux mots, de ce que c'est. Le soufisme, c'est une dimension spirituelle qu'on trouve dans l'islam, en fait. D'accord. Voilà. Mais pour que ça parle peut-être davantage à tout le monde, on voit parfois les derviches tourneurs en Turquie. Oui. Hein, vous voyez, oui, ces personnes qui sont avec des longues robes blanches et puis qui tournent sur eux-mêmes. Bon, on a des grands poètes aussi comme Rumi, comme Ibn Arabi qui sont des poètes et avec des très beaux poèmes sur l'amour. En fait, les soufis parlent beaucoup d'amour. C'est ce qui a d'ailleurs séduit beaucoup d'occidentaux. C'est qui se sont lancés dans cette démarche, dans cette approche.
Après, pour faire le lien avec le sujet qu'on évoque aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec une personne qui s'appelle Jérôme Ravanet, qui donc a monté une école de formation de professeurs de Qigong et de praticiens en médecine traditionnelle chinoise dans la région de Marseille. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait des recherches. Il est aussi universitaire, il enseigne le chinois. Et donc, il a fait des recherches parce qu'il est aussi passionné, on va dire, des pères du désert. Donc, dans la tradition chrétienne, ce sont un peu des mystiques qui rejoignent les mystiques que j'évoquais tout à l'heure dans le soufisme. Il y a un petit peu une approche similaire. Et donc, certains pères du désert parlaient d'énergie divine. Voilà, donc lui, il a fait une petite vidéo qu'on trouve facilement sur Internet. Il a écrit aussi un article dans Génération Tao sur... cette vidéo, il l'a appelée « Résonance ». Et il pose cette question, est-ce que l'énergie dont parlaient les pères du désert, est-ce qu'elle n'est pas la même que celle dont on parle dans un certain nombre de disciplines, quand on parle du Qi dans les arts chinois, ou du Qi dans les arts japonais, ou du Prana, là je te laisserai en parler. Voilà, est-ce qu'il y aurait pas là encore des passerelles? Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on parlerait pas même de la même chose? Est-ce qu'on parlerait pas de la même chose aussi, voilà. Bon, là, ça, c'est une personne avec qui j'ai échangé, et voilà, donc j'aime beaucoup l'approche. Enfin, je me sens un peu en phase. Puis après, j'ai aussi un autre exemple en tête. Alors, souvent, je déforme son nom. J'espère que ce sera pas le cas. Alexis Jani. C'est un écrivain assez connu qui donc lui a fait un long cheminement dans une tradition spirituelle extrême orientale. Voilà. Il est chrétien d'origine. Et puis, au bout d'un moment, il s'est dit c'est vraiment compliqué pour rentrer dans cette culture, quoi. Et il a redécouvert sa tradition, en fait, en se disant mais finalement il y avait déjà tout chez moi. Et je suis allé chercher ailleurs des choses qui sont exprimées différemment et qui sont pas évidents à pénétrer parce que c'est pas ma culture. Donc il a redécouvert ça et du coup il est revenu à sa tradition première, on va dire, sauf pour une chose, pour le tai chi, il l'a conservé parce qu'il dit qu'il sent la présence de Dieu quand il pratique son tai chi. Voilà, ça aussi, ce sont des témoignages comme ça qui m'ont marqué moi personnellement dans ma démarche, dans ma recherche. Ok. Super. Merci beaucoup pour toute cette notion-là de... Ouais, il y a comme quelque chose aussi d'intégratif. Oui, et voilà. C'est pour ça que je parlais d'école d'intégration tout à l'heure. C'est vraiment tout à fait ça. Ok, passionnant. On fait une courte pause musicale, restez à l'écoute. Joseph, tu vas nous dire après cette courte pause musicale comment on te retrouve, quel cours tu proposes, puisque comme on le disait en début d'émission, il y a beaucoup dans les arts martiaux, il y a beaucoup de choses que tu proposes aujourd'hui et puis que nos auditeurs puissent te retrouver facilement. Avec plaisir. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac. Merci d'être fidèle et de rester à l'écoute. Aujourd'hui, je reçois Joseph. Joseph, tu nous as parlé des arts martiaux que tu pratiques depuis l'âge de 11 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, de tout ton chemin, tu nous as aussi beaucoup parlé de la glisse. Donc pour ceux qui n'ont pas pu nous écouter depuis le début, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube Radio Grand Lac. Vous retrouverez très rapidement justement le podcast et vous pourrez réécouter cette émission passionnante. On a abordé des sujets, finalement on est parti d'une pratique physique à aussi ce chemin qui peut nous amener à une pratique spirituelle. Et donc comment les deux sont interconnectés en fait. Oui, complètement. Alors c'est vrai que je tiens à préciser par rapport à tout ce que j'ai pu raconter avant, parce que
je suis parfois taxé de syncrétisme, de mélanger. Alors, c'est pas ma démarche. Pourquoi ? Parce que j'aime trop la diversité pour ça. J'aime trop le pluralisme. On pourrait prendre un exemple très concret avec la biodiversité dans la nature. S'il n'y a pas cette biodiversité, on voit bien que ça ne fonctionne pas, quoi. Et donc, si je veux rester dans le sujet, je prendrai l'exemple du karaté où on va parler d'igata. C'est un terme japonais qui parle du moule, du cadre. Donc, jusqu'à un certain niveau, quand on pratique le karaté, on est dans l'igata. Donc dans ce cadre, dans ce moule, où on fait tous la même chose. Mais à partir d'un moment, moi j'ai un professeur qui disait souvent ça, il faut sortir de l'igata et pouvoir enrichir sa pratique d'autres choses. Sinon, on peut toute sa vie rester à ce niveau-là. Et bon, puis si c'est le cas, il n'y a pas à juger, hein, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça aussi la biodiversité. Mais enrichir, ça ne veut pas dire se noyer, se perdre dans d'autres pratiques. Hein. C'est vraiment enrichir. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une base solide, un socle solide, d'avoir que ce soit une tradition, une pratique, de la creuser jusqu'à l'infini. Il y a pas, si c'est un art, on peut y aller jusqu'à son dernier souffle. Hein. Vraiment, mais pouvoir nourrir cette pratique. De notre vie, en fait. C'est-à-dire, c'est pas forcément, ma démarche, c'est pas forcément d'aller chercher tous azimuts dans d'autres disciplines, etc. Pas du tout, c'est que ma vie a été faite de ça. J'ai connu la glisse très jeune, cet intérêt pour ces spiritualités qu'on a évoquées tout à l'heure. Ça fait longtemps, donc je me suis dit d'un coup, je découvre les arts martiaux, je jette tout le reste et je ne vis que plus que par ça. Non, c'est pas ma démarche. Donc j'ai enrichi avec ce qui était ma vie. Et oui, en même temps, c'est pas ça la vie. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce mot de notion d'intégration. Voilà, une exactement. vie intégrative, c'est-à-dire que sur ton chemin, et c'est un peu comme ça, je sais pas pourquoi cette image me vient quand tu dis ça, un peu comme dans ta vie, t'as des amis et c'est pas parce que tu rencontres d'autres personnes que désolé, j'ai déjà des amis, donc je peux pas intégrer dans ma vie d'autres choses, d'autres dimensions, dans tout. En fait, la vie, c'est ça. Tout à fait. Tu grandis et sur ton chemin, il y a des choses qui vont t'être proposées et que tu décides délibérément d'intégrer ou pas. Complètement. De la même façon que, pour reprendre ton exemple des amis, en discutant, en échangeant, on s'enrichit, quoi. Voilà. Et ça veut pas dire qu'à un moment donné, je change complètement d'avis. C'est pas forcément ça. C'est de dire, tiens, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Et on peut faire bouger les lignes, on peut s'enrichir, voilà, tout simplement du dialogue et de l'échange et du partage avec d'autres, quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'est un petit peu l'idée, quoi. À partir d'un socle, à partir d'une base solide qu'on va continuer à consolider toute sa vie, hein, dans cet art. Mais puisque ça fait partie de ma vie aussi, ces autres expériences, pourquoi les rejeter ? Moi, en tout cas, c'est ma démarche. Hein. Voilà, je ne souhaite pas du tout que tout le monde fasse comme moi. Sinon, je ne serais plus dans la diversité. Non, mais c'est intéressant. Donc, c'est aussi ce qu'on vient chercher en étant en contact avec toi et qu'on va retrouver forcément dans tes cours, dans ce que tu proposes, dans l'accompagnement que tu proposes aujourd'hui. Oui, alors, Anaïs, tu es très forte parce que moi, j'évoque très peu ça dans mes cours. Et à la limite, vaut mieux essayer de le vivre plutôt que d'en parler, puisqu'on est dans une discipline corporelle quand même. Bien sûr. Mais voilà, parce que je sais que ça peut rebuter aussi, que ça peut faire peur. Hein. Donc et puis j'essaye de voir aussi quelles sont, on l'évoquait tout à l'heure, hein, les attentes ou avec le temps, je sens ce que les gens viennent rechercher et je vais pas transmettre quelque chose qui n'intéresse pas ou voilà quoi. Hein. Si je sens une affinité, c'est qui tu es. À un moment, c'est ça aussi qui est inspirant et qu'on va chercher dans un enseignant. En fait, il y a sa pratique, mais il y a aussi la personne qu'elle est. Tout à fait. Et comme ça, au moins, je suis transparent. Voilà ce que je propose. Puis après, les gens viennent ou ne viennent pas. Adhèrent ou pas. Et c'est ça qui est chouette. Donc, quand on adhère aussi pour l'enseignant qu'on vient voir. J'ai une question que j'ai envie de te poser. Vraiment, tu dis depuis tout à l'heure, tu nous parles des motivations de chacun. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, ça peut être un sujet intéressant souvent, pourquoi on vient expérimenter les arts martiaux ? Alors, tu nous as dit le combat, mais il y a sans doute d'autres choses. Et quelles sensations on vient toucher, qui est peut-être on n'a jamais expérimenté avant dans notre vie ou
Oui, alors ça va être très variable selon les personnes. Alors effectivement, il y a beaucoup de motivation si on parle des arts martiaux externes. Parce que donc moi, je transmets les deux, mais pour les arts martiaux externes, j'ai quand même souvent rencontré des gens pour qui c'est à se défendre. Soit il y a eu enfant des agressions, enfin pas qu'enfant d'ailleurs. On voit bien que de nos jours il y a la self-défense féminine qui s'est beaucoup développée. Donc c'est la peur de l'agression, et donc c'est une motivation tout à fait légitime. Voilà, d'être attaqué par un voyou, etc. Bon ben voilà, comment je fais face à ça si ça m'arrive. Donc c'est quand même souvent on se dirige vers les arts martiaux externes. Il y a cette dimension-là. Externe, c'est donc... Ça peut être le karaté, ça peut être le kobudo, ça peut être l'aïkido éventuellement. Okay. L'aïkido étant un petit peu à cheval entre les deux, on va dire, entre l'art interne et l'art externe, mais c'est quand même... Le fondateur était quand même un redoutable combattant. Et puis après, les arts internes, la motivation peut être très différente, c'est-à-dire que pour le Qigong, par exemple, c'est pas du tout cette motivation-là, parce que on se défendra pas avec du Qigong. Enfin encore que, mais tout dépend aussi après quand on travaille l'enracinement, on l'évoquait tout à l'heure, le placement, etc. Ça peut servir. En art interne, il y a que le Qigong. Alors le Tai Chi, tout dépend comment on le pratique. On peut le classer dans les deux. Voilà. Mais clairement, le karaté est un art externe. Enfin, ça, c'est des classifications. Encore une fois, moi, je fais tellement de passerelles et d'allers-retours entre les deux, comme chacune de ces disciplines se nourrit l'une l'autre. Je fais plus. C'est-à-dire que pour moi, quand je nourris mon karaté de Tai Chi, du coup, dans mon karaté qualifié entre guillemets d'art externe, il y a aussi de l'art interne du coup. Okay. Donc ces frontières-là, elles s'effacent un petit peu. Mais souvent, voilà, on catalogue, on catégorise. Bon, mais pour ce qui est de l'art interne du Qigong, les motivations sont très différentes. Les gens, ils viennent essentiellement, majoritairement pour la santé, parce qu'on sait que ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, au même titre que l'acupuncture, que la pharmacopée, que certains massages, etc., etc. Voilà, il peut y avoir aussi, peut-être c'est quand même un peu moins répandu, mais pour un cheminement, pour un travail sur soi aussi, il peut y avoir ces motivations-là aussi, mais c'est quand même moins répandu, quoi. Essentiellement, c'est pour un aspect santé, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va aller retrouver au niveau santé dans cette pratique ? Alors après, il y a énormément de Qigong. Alors il faut savoir que le Tai Chi peut être dans les deux, je le disais tout à l'heure, on peut le travailler dans une optique, dans une intention art martial externe. Et si c'est pour la dimension interne, là pour le coup, ça devient très proche du Qigong. Il y a des études qui ont été faites du côté de Harvard, de la célèbre université. Il y a un médecin qui pratique depuis très longtemps le Tai Chi, qui a écrit un bouquin, il s'appelle Peter Wayne, si les auditeurs veulent le retrouver. Et lui, il a fait énormément d'études. Il est docteur aussi par ailleurs. Et il a fait énormément d'études à partir du Tai Chi sur l'impact que ça pouvait avoir sur la santé. Et là, pour le coup, c'est ce que je disais à un moment donné, le Tai Chi peut être comme un Qigong, peut être pratiqué comme un Qigong. Et on retrouve les mêmes, du coup, les mêmes effets, les mêmes bienfaits. Alors, en termes de sensations, à l'intérieur même du Qigong, il y a énormément encore d'écoles, parce que c'est très vieux, beaucoup plus vieux que le Tai Chi d'ailleurs, le Qigong. On dit parfois jusqu'à 4000 ans. Et donc, à l'intérieur du Qigong, il y a un Qigong martial. Moi, c'est celui qui m'a intéressé le plus, et pourtant, il est minoritaire. Il est extrêmement minoritaire même. Et sinon, après, il y a le Qigong taoïste, il y a le Qigong bouddhiste, il y a le Qigong thérapeutique, le Qigong médical. Enfin voilà, il y a beaucoup d'approches différentes. Et donc, certains types de Qigong vont correspondre à certaines pathologies, entre guillemets. Alors, je fais attention à ce que je dis aussi, il faut toujours consulter un médecin avant, etc. Mais moi, encore une fois, je fais de l'initiation. Moi, je suis pas un expert de Qigong. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a Qigong qui vont être adaptés. Par exemple, vous avez du mal à dormir. Bon, c'est pas tellement une pathologie, mais ça peut être embêtant. Voilà, il y a des exercices spécifiques. Par exemple, on va déconseiller de pratiquer certains Qigong. Une majorité d'exercices de Qigong, on va éviter le soir parce que au contraire, on va avoir l'énergie. Du coup, on n'arrivera plus à dormir. Et puis, c'est toujours mieux de pratiquer le matin. Mais il y a certains Qigong qui vont être adaptés
pour des personnes qui cogitent, enfin ça nous arrive tous, hein, ou qui ont du mal à dormir, voilà, qui vont être adaptés pour ça. Après, il y a aussi même pour des problèmes de dos, il y a tout un tas d'exercices en fonction des pathologies, on va dire, hein, qui peuvent être alors en complément, hein, c'est pas une recette magique non plus, hein. Non, mais c'est une mise en mouvement du corps, et on sait que le mouvement c'est la vie, donc voilà. On est souvent bien trop sédentaire, et déjà à partir du moment où tu mets ton corps en mouvement de façon en plus globale, enfin chaque partie de ton corps est mise en mouvement. Oui. Je pense que ça peut être que bénéfique, en effet. Oui, c'est ça. Et ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs, parce que en fait, quand on a, si on pratique déjà des disciplines yoga ou autres, on peut avoir une conscience corporelle relativement bien développée. Donc là, ça peut aller assez vite. Si c'est pas le cas, on voit que des fois, souvent les gens font des mouvements uniquement avec leurs bras. On montre un mouvement et ils répètent qu'avec le bras, alors que souvent, en tout cas moi dans mon approche, je fais travailler tout le corps, même si c'est que des micro-mouvements. C'est de faire travailler tout le corps. Après, il y a aussi des ressentis. Alors, pour compléter la question que tu posais, après, il y a des ressentis où là, c'est plus difficile de l'expliquer avec des mots, mais voilà, des gens vont sentir des fourmillements, vont sentir de la chaleur, plus rarement du froid. Et tout ça, ce sont des manifestations de ce qu'on appelle le chi, l'énergie. Ça circule. Voilà, la bioélectricité, si on voulait faire un parallèle occidental. Super. Merci beaucoup, Joseph, c'était passionnant. Merci à toi, Anaïs. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut expérimenter les arts martiaux à tes côtés. Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux, tes sites. Voilà, on vous mettra le lien, bien sûr, sur notre page Facebook. Donc, j'interviens dans beaucoup de structures différentes. Donc, j'ai une page Facebook qui s'appelle Tai Chi Expérience. Voilà. J'ai un site du même nom. Et puis, la communication, les horaires, etc. sont sur les différents sites des différentes associations pour lesquelles j'interviens. Donc, que ce soit l'association 4S, l'ADAPAR, l'AGV, etc. Moi, j'ai plusieurs statuts, une micro-entreprise. Je travaille aussi en CESU, chèque emploi service, et puis avec des associations en cours collectif, et prochainement dans le privé. À chaque fois, sur les sites de ces différentes structures, il y a tous les horaires, etc., qui sont ouverts à tout le monde. Donc, j'ai des cours tous les jours, du lundi au vendredi, du côté de Chambéry, Bissy, Barbie, Chambéry-le-Vieux. Je fais un remplacement actuellement du côté d'Aix-les-Bains. On va pouvoir te rencontrer facilement alors pour les Aixois qui nous écoutent. Oui, à la maison des associations le vendredi matin à 9h30. Ok, t'es là jusqu'à quand du coup ? Je suis là jusqu'à fin mars. Donc c'est un remplacement de 3 mois, et ensuite il y a un projet pour quelque chose sur du plus long terme. Voilà. Pour l'instant c'est juste un remplacement. Une bonne nouvelle. Super, merci beaucoup. Donc sur ta page Facebook Tai Chi Expérience et ton site Tai Chi Expérience aussi, c'est ça ? Oui. On peut retrouver toutes tes informations. Voilà, tout à fait. Complètement. Donc là, en ce moment, le site est en train d'être retravaillé. C'était un peu du système D jusqu'à maintenant. Là, je passe par un professionnel pour le relooker. Voilà. Mais la page Facebook, elle est opérationnelle tout de suite. D'accord. Et pour s'inscrire à tes cours, en général, on te contacte directement ? Oui. Alors, je peux donner. J'ai aussi un mail, donc toujours Tai Chi Expérience au pluriel, expérience avec un S à la fin, à gmail.com. Voilà, ça c'est le mail. Donc Tai Chi, c'est TAICHI. Et donc tout ça est tout attaché, Tai Chi Expérience @gmail.com. Et puis un téléphone aussi, c'est le 06 08 57 11 05. Je répète, 06 08 57 11 05. Merci beaucoup, Joseph. Merci Anaïs, merci à Radio Grand Lac. Merci à Jean-Pierre qui nous a fait la technique, merveilleusement bien, comme toujours. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à nous suivre sur les réseaux et surtout à aller réécouter et partager le replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Radio Grand Lac. Encore merci Joseph et à très bientôt. Merci à tous.